100 000 abonnés et 15 millions de vues sur la première année avec un premier apprentissage, c'est que on revient aux stratégies de base de contenu, mais la persévérance, c'est ce qui fait une strate de contenu sur le long terme. Et au début, ça marche pas. Même si ton contenu est quali, ça marche pas. Et nous, on a doublé notre reach tous les trimestres en 2024. Donc pour faire 15 millions de vues, on est parti d'assez bas et en fait, on a doublé tous les trimestres. Donc ça, c'est une métrique qui est assez cool quand même. C'est que tu peux avoir une croissance assez rapide sur un an, mais il faut aller au bout de cette année-là. Nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on va parler médias avec le retour d'expérience de Wallaxy et pour l'occasion je reçois Toinon, le CEO, pour nous expliquer comment est-ce qu'ils ont monté un média à plus de 100 000 abonnés en l'espace d'un an. Bienvenue Toinon. Salut Eric, merci de m'accueillir encore. Avec plaisir. Format, mais... Dans un autre format, mais toujours dans le même esprit, hyper concret, hyper actionnable. Donc, comme je le disais en intro, rapidement pour poser le contexte, vous avez lancé un média qui s'appelle Supernova by Wallaxy il y a un peu moins d'un an. Peut-être juste avant de creuser sur comment est-ce que vous y prenez les impacts et les apprentissages, est-ce que on peut, tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à lancer ce média, en sachant que vous étiez aussi très connu pour avoir été bon en équipe sur LinkedIn. Donc voilà. Très preneur de ta réflexion derrière. Ouais, effectivement, le postulat de départ, il est double. Le premier, c'est effectivement cette idée que on a été capable de plier beaucoup sur LinkedIn et qu'aujourd'hui, sur notre chiffre d'affaires, quasiment toute notre acquisition vient de l'inbound, fait quasiment aucune prospection. Donc, on s'est rendu compte que le contenu restait le truc le plus puissant pour générer des leads, générer de la notoriété et in fine générer une marque forte. Et dans la tendance où l'acquisition payante, la prospection, tous ces canaux-là ont des résultats qui diminuent au fil du temps, ça nous a amené au deuxième postulat qui est vraiment demain, ma conviction perso, c'est que les boîtes seront des média-led compagnies. En fait, j'ai fait le constat que d'un côté, tu as des coûts d'acquisition qui augmentent sur les canaux payants. Donc, tu as besoin de construire une audience. C'est-à-dire canaux payants, j'entends ads traditionnels, entre guillemets, tout ce qui est digital ads et aussi tout ce qui est influence, où en fait, c'est devenu de plus en plus cher et compliqué d'accéder à des audiences de personnes. Donc, les coûts d'acquisition pour les marques augmentent avec des taux de pénétration d'audience qui sont assez faibles puisque tu vas faire 1-2 OP avec des influenceurs. Tu vas avoir du mal à nourrir une audience sur le long terme. Donc, c'est des coûts de com très ponctuels qui ont peu de rétention finalement et qui du coup vont jouer sur ta marque à un moment donné. Mais dès que tu arrêtes les coûts, là, t'as plus d'impact. Et de l'autre côté, on voit le phénomène inverse. On voit énormément de solo médias, d'influenceurs, de youtubeurs qui lancent leur propre marque, leur propre business pour monétiser leurs audiences et qui ont des impacts de ouf et qui vont avoir, tu vois, c'est l'exemple de Mr V avec sa pizza surgelée, ce genre de choses où en fait ils vont lancer des business qui ont rien à voir, mais juste leur brand est tellement forte qu'ils vont faire numéro 1 dans leur catégorie parce qu'ils ont déjà l'audience qui est attachée à leur branding et du coup ils peuvent quasiment le distribuer n'importe quoi. Et partant de ces deux postulats, je me suis dit que les boîtes de demain, c'est des boîtes qui ont réussi à créer leurs audiences parce que du coup, elles ont un pool de gens énorme à qui elles peuvent distribuer leurs produits avec une audience où il y a de la rétention et où elles ont un contrôle sur leur coût d'acquisition. C'est-à-dire qu'elles ont un média qui a un coût fixe et qui potentiellement a des résultats exponentiels en termes d'audience et qui vont pouvoir distribuer un ou plusieurs produits et ne plus dépendre des plateformes traditionnelles. Donc c'était ça la vision de départ, en sachant qu'on savait que ce serait une vision 3-5 ans avant que ton média il génère vraiment du business pour ton activité, mais qu'une fois que tu l'as, t'es quasiment indétrônable dans tes catégories. C'est-à-dire que t'as une audience et derrière, personne peut te la prendre en fait. Ça, c'est un constat que je partage à 1000%. D'ailleurs, c'est aussi vrai sur en SaaS B2B. Intuitivement, là, je pense à HubSpot. D'ailleurs, ils ont fait une annonce là dernièrement, mais en gros, HubSpot, je pense que tu as suivi, ils ont commencé à développer une stratégie média il y a 4-5 ans. Et à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais ils avaient racheté la newsletter The Hustle et personne comprenait pourquoi est-ce qu'ils faisaient ce mouvement en se disant, en fait, ils rachètent une newsletter. Sauf que en parallèle de ça, ils ont commencé à lancer leur propre podcast. Ils ont aussi commencé à sponsoriser des créateurs avec le HubSpot Podcast Network et aussi lancer des chaînes YouTube, etc. Et aujourd'hui, en fait, les résultats, ils sont dingues. T'avais le senior VP marketing d'HubSpot qui disait qu'aujourd'hui, tout ce média génère plus de demandes que le blog US, qui était quand même le levier d'acquisition numéro 1 d'HubSpot. Et moi, je pense que et qui en fait, s'est la effondré, prochaine barre, d'ailleurs. Ouais, et qui s'est effondré. Et d'ailleurs, c'est pour ça.
qui est de retour à celui de 2018 et qui nous rappelle aussi qu'avec l'arrivée de l'IA, on voit une baisse drastique des canaux, des requêtes informationnelles sur Google. Et donc même le SEO qui était ce canal, on va dire média, il y a encore 2-3 ans, où justement tu avais des effets cumulés énormes et quand tu arrivais à te positionner numéro 1, tu avais un flux continu de prospects qualifiés. Bah c'est beaucoup moins le cas. Tu es obligé de te resserrer sur des requêtes de conversion, ça se concurrensifie, on va dire, et t'as plus la maîtrise de ce canal-là. Alors que le média est multicanaux et donc par définition est plus résilient à tous les changements algorithmiques et changements de mode et d'usage, quoi. Complètement multicanal, et moi je pense aujourd'hui que c'est la dernière barrière à l'entrée pour beaucoup de business. Tu peux copier une feature, tu peux construire un produit sans capital, mais un média c'est méga difficile à copier parce que c'est aussi relié à ta marque. Et aujourd'hui, je pense que c'est le véritable enjeu, c'est la distribution, et pour ça, le média, c'est le meilleur moyen aujourd'hui. Et j'ai discuté récemment avec pas mal de CMO, et il y a cette CMO B2B, et il y a cette tendance vraiment de tous les canaux d'acquisition qu'on a utilisés les 10 dernières années sont en train de s'effondrer, les coûts augmentent, les barrières à l'entrée augmentent, et le média, par le fait qu'il développe ta marque, est vu vraiment comme le canal qui va prendre de l'ampleur. Parce que on revient à cette idée que la marque c'est le canal d'acquisition le plus fort, parce que ça augmente ta visibilité, ta notoriété, tes conversions, et que la manière de le faire aujourd'hui c'est le média. Et donc je vois cette tendance en discutant avec d'autres CMO où cette idée de construire un média dans ton secteur, c'est la manière la plus durable de générer du business. Complètement. Bon, on est d'accord sur le constat. Donc, peut-être juste avant de rentrer sur dans le détail des process et de savoir qu'est-ce que vous produisez, parle-nous rapidement de Supernova, son concept et l'objectif stratégique derrière vous. C'est quoi l'enjeu pour vous derrière? Nous, on a déjà un fenêtre de contenu de base sur Wallaxy qui est, on va dire, un contenu un peu tradi B2B, très orienté, bottom of funnel, conversion, parler dans notre niche. Et la vocation de Supernova, c'était vraiment d'étendre notre audience à des audiences plus larges autour du marketing d'entrepreneuriat, et faire un média qui soit plus de l'infotainment. Donc, un média que tu consommes pas que pour des sujets techniques, mais vraiment dans cette idée d'infodivertissement. Et c'est ça le positionnement, en disant que ça, on allait pouvoir toucher beaucoup plus de monde, avec un postulat initial qui est, nous, on est en train de se diversifier, on est en train de lancer d'autres produits, et on pense que c'est beaucoup plus facile de vendre 5 produits à une audience que un produit à 5 fois ton audience. Et donc l'idée, c'est de construire une audience assez large à qui on va pouvoir distribuer plusieurs produits, que ce soit les nôtres ou même en affiliation. Donc on avait ce focus d'avoir une audience qui soit assez large, avec l'idée de créer un média qui va aider à travers du contenu qui est informatif et divertissant toutes les boîtes de moins de 100 personnes à développer leur business, en particulier sur la partie digitale. Donc adressé aux PME, aux startups, aux entrepreneurs, aux marketeurs, aux commerciaux, à ceux qui ont besoin de développer leur business en ligne. Ok, donc ça c'est vraiment, donc si je résume, vous êtes volontairement large dans votre approche pour pas justement, enfin et limite c'est vraiment pour travailler votre brand aujourd'hui, si je comprends bien. Complètement. Ok. Et donc si on rentre un petit peu dans le détail aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous expliques c'est quoi aujourd'hui le périmètre du média. J'ai vu une newsletter, j'ai vu un compte Instagram. Donc comment est-ce qu'il se découpe ce média, et quels sont derrière un peu les moyens et vos workflows de production? Donc aujourd'hui, le média, il se découpe, je pense, en 3 grandes parties. T'as le format, donc on est un peu parti des 2 extrêmes du funnel. Donc le premier format qu'on a lancé, c'est notre newsletter, qui est le bottom of funnel de notre média. Donc c'est le contenu le plus activable, le plus pratico-pratique, et celui dans lequel on essaye de faire descendre nos audiences, et qui est le canal sur lequel on a plus de levier de conversion. C'est là qu'on peut faire la promo des produits directs, qu'on peut mettre des liens, qu'on peut traquer. Donc c'est vraiment notre canal le plus fort de conversion aujourd'hui. Donc c'est notre newsletter, on a à peu près 5000 abonnés, on est en train de la lancer en anglais et en espagnol, et on capitalise dessus avec un contenu qui est à forte valeur ajoutée et beaucoup plus activable que les contenus du reste du média. Et on a démarré donc par le bas pour la newsletter et par le haut pour les formats short très top of funnel, avec un objectif de production en 2024 qui était une vidéo par jour, 6 jours sur 7, format short autour du marketing, entrepreneuriat, vente, très large, avec cette idée d'utiliser beaucoup les success stories. Et donc ceux sur YouTube Short, TikTok, Insta. Donc c'était ça nos 3 canaux principaux. Et au milieu, en cours d'année, on a ajouté notre brique de middle of funnel qu'on est encore en train de développer, parce qu'on a pas mal de travail, qui est le format long YouTube. Donc là, on est sur des formats entre 10 et 20 minutes. Un format, pour l'instant, on est sur 2 formats par mois.
est orienté entre les deux. Donc un format long qui décrypte une success story, qui décrypte un cas marketing, souvent avec une partie inspirante et une partie comment ils ont fait. Et ça, c'est notre brique du milieu dans notre média. Donc c'est ça la structure aujourd'hui. Et comment est-ce que tout ça interagit entre eux, en termes de repurposing, en termes de justement de production en général? Comment est-ce que tu fais jouer est-ce que en fait t'as des newsletters qui vont être repurposés en short, etc. Enfin, preneur de votre manière de fonctionner là-dessus. Ouais, complètement. Aujourd'hui, la newsletter, c'est un format qui est plutôt un format à l'origine. Donc on teste des sujets dessus. Et quand on a un sujet, donc on a une newsletter par semaine et on prend un des 4 sujets qui a le mieux marché, celui qui a le mieux marché du mois, et on le convertit en un format long YouTube. Donc on fait plutôt remonter dans le funnel celui-là. Et à l'inverse, sur les formats short, on va tester, ça nous permet de tester beaucoup de choses. Et quand on a un short qui part viral, donc sur un sujet qui est très demandé et qui en même temps on pense peut être approfondi et transformé dans un format long, lui on le fait redescendre dans le funnel et on en fait un format long YouTube. Donc aujourd'hui c'est à peu près ça le process de repurposing de l'un à l'autre. On n'a pas encore converti les formats longs YouTube en format short. Ça correspond moins bien à ce qu'on veut faire. Je crois moins sur cette stratégie média, à cette idée que tu as un format long vidéo et tu es capable de le découper avec des outils comme Opus. On n'est pas sur un format podcast, on est sur un format qui est travaillé, qui est monté, donc c'est beaucoup plus compliqué d'en faire un repurposing dans un format short qui soit pertinent. Et aujourd'hui, on a un process de production de short qui est assez carré et qui nous permet de produire un short par jour, avec vocation d'en produire d'ici la fin du semestre 2 par jour. En tout cas, 2 formats short dans lesquels aussi on a ajouté quelques petits carousels. On a des bons résultats sur Insta et qui peuvent être aussi des repurposing. Donc tu vois, newsletter, repurposé aussi en carousel qu'on va utiliser sur la page LinkedIn où on a des résultats qui sont assez intéressants. Ok, intéressant là-dessus. Enfin, justement, c'était ma question de savoir comment est-ce que vous utilisez LinkedIn, qui était quand même une de vos forces à la base. Donc, vous l'utilisez de cette manière-là aujourd'hui. Ouais. Peut-être là, est-ce que tu peux on va revenir un peu sur la partie short. Je trouve que c'est super intéressant. Tu m'en as parlé en off. Mais là aujourd'hui, pour faire tourner ce média et produire cette volumétrie de contenu, vous êtes combien de personnes? Quel type de profil aussi t'as recruté justement pour construire ce média? Et comment est-ce que les rôles sont répartis à l'intérieur? Aujourd'hui, on a 4 personnes à temps plein vraiment sur le média et une personne en plus qui travaille sur la partie partenariat co-marketing, donc qui va intervenir peut-être un peu plus sur le bottom of funnel, plus sur Wallaxy, mais qui est aussi piloté sur le média. Donc chez nous, l'équipe média, elle a aussi un rôle d'équipe communication. Elle est là pour certaines campagnes de com précises parce qu'elle a toute la maîtrise des outils et des process pour communiquer à notre base client. On va dire que 80% de son job, c'est vraiment cette partie média. C'est une entité qui est à part. Donc chez nous, elle fonctionne vraiment comme un média. Elle a sa conf de rédac. Elle est là pour optimiser ses métriques de vue. Et aujourd'hui, on cherche pas encore à monétiser ce média. On est vraiment dans l'idée long terme de dire quand on aura l'audience, la monétiser ce sera secondaire. Et donc on veut d'abord scaler l'audience, livrer de la valeur. Et une fois qu'on aura ça, ce sera une formalité de la monétiser et de pousser nos produits. Aujourd'hui, donc 4 profils dedans, un head of média qui vient d'un autre média short TikTok qui s'appelait Break. C'était un média poussé par la marque Jennifer qui a fermé depuis. Donc c'est pour ça qu'on a démarré vraiment avec la stratégie short, c'est que lui il avait une expérience sur cette partie création de format short. Donc on est parti du format qu'on maîtrisait le mieux. On a une personne qui est quasiment full time à la rédaction de la newsletter. Donc, qui cherche les sujets, qui produit les contenus, qui produit les carousels et qui repurpose la newsletter mensuelle en une vidéo format long, qui est pour le coup une migration horizontale chez nous. C'est une personne qui était au support et qui avait envie d'évoluer et qui donc a lancé la newsletter en part-time en interne et ça a bien marché. Donc, on l'a passé full-time sur le média. On a un community manager qui est vraiment le principal à l'origine des idées de shorts et qui lui va être principalement c'est principalement lui qui va produire les formats vidéo, en tout cas qui va les scripter, les tourner et les monter en partie. On est en train de déléguer un petit peu la partie montage pour qu'il y ait plus de temps sur la partie gestion et toute la partie scheduling. Et une dernière personne qui est vraiment aujourd'hui, il a été recruté pour du copywriting LinkedIn. Donc au départ, il était là pour faire du ghostwriting interne, et donc il a développé des skills sur la partie copywriting LinkedIn qu'on utilise toujours pour toutes les com LinkedIn dont on a besoin, et qui en plus aujourd'hui est vraiment le lead sur la partie format long YouTube. Donc lui, il est plutôt dans cette partie production des formats longs, scripting des formats longs. C'est lui qui own la plupart des formats longs.
C'est une répartition, on va dire, assez globale. Après, t'as une énorme... ça communique, c'est-à-dire que tu vois, t'as Félix, il va produire énormément de formats short aussi, mais il va peut-être pas être au montage, il va plutôt être à la rédaction et au tournage. Javier qui est sur la partie community management, il va aussi intervenir des fois sur d'autres formats, donc ça travaille ensemble. Mais on va dire que si tu dois schématiser, c'est ça. Et en plus, maintenant, on a une personne en montage cadrage qui vient en free et qui intervient sur certains tournages, que ce soit pour tourner des contenus marque perso en interne, c'est-à-dire si on veut faire du short plutôt orienté marque perso, ou sur les formats longs YouTube, où on est aussi en train de déléguer une partie du scripting et une partie du montage en externe. Ok. Et donc ça pour toi, donc vous avez recruté, enfin vous avez staffé Day One cette équipe de 4 personnes, ou est-ce que justement ça s'est fait au fur et à mesure, tu vois, dans un premier temps la partie short et puis après vous avez commencé à construire l'équipe autour? Peut-être juste là-dessus, je suis. Ouais, parce que en fait, ça représente un investissement. Donc l'idée c'est de savoir est-ce que vous avez fait all-in. Ouais. Avec l'idée que ça va pas rapporter dans les 3 prochaines années, donc c'est quand même un bet assez fort. On a commencé à recruter d'abord. D'abord, on a commencé la newsletter, qui était un part-time d'une personne de support. Ensuite, on a ajouté la partie copywriting LinkedIn et la partie community management. La partie CM, c'était effectivement des premiers formats short, mais pas forcément avec le même niveau d'industrialisation. Quand on a senti que ça correspondait bien à la vision qu'on voulait dérouler, on a recruté un head of media pour structurer cette équipe, mettre tout le monde ensemble et vraiment avancer en tant que média. Donc ça s'est fait effectivement quasiment, tu vois, sur un an. Le média s'est construit en moins d'un an basé sur cette vision-là. Ouais. Ok. Avant de creuser la partie short, parce que je sais que tu as des trucs hyper intéressants à nous partager, j'aimerais bien revenir un peu sur la différenciation du média, parce que je sais que c'est un truc qui bloque pas mal de boîtes. Il y a beaucoup de boîtes B2B qui veulent lancer leurs médias, mais elles se prennent souvent la tête sur la partie différenciation, comment est-ce qu'on construit, on va dire, la vision, la ligne édito, etc. Comment est-ce que vous l'avez réfléchi en interne avant de vous lancer? Est-ce que l'idée, c'était de se dire il faut qu'on ait un concept fort pour se lancer, ou c'est plutôt est-ce qu'on va tester des choses et on verra un peu ce qui fonctionne et en fonction de ça, on va aussi adapter la ligne édito. Donc très preneur d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Ouais, complètement. Tu vois, au départ, on n'avait pas du tout cette vision du média. On est parti plutôt avec une stratégie proche de celle de Scalesia. Donc un format plutôt bottom funnel, hébergé sur, tu vois, avec les formats longs YouTube hébergés sur la chaîne Wallaxy, des formats très masterclass. Un expert vient parler pendant 40 minutes d'un sujet qu'il maîtrise, il déroule un truc avec capture d'écran. Un format podcast, on avait lancé une émission qui s'appelait Dans la piscine, où on avait 2 invités dans la piscine à boules, format long, 2 heures, on parlait de différents sujets. Et même un format un peu plus inspiré recettes pompettes, qu'on n'a pas encore sorti d'ailleurs, on en a tourné 3. Qui s'appelait l'heure du goûter, où on faisait un goûter, un cocktail, un truc comme ça avec un invité, et on était un peu en mode on prenait quelqu'un qui avait une petite marque perso et on parlait de sujets moins pro aussi sur comment tu gères ton business, mais un peu tu vois, les backstage. On a fait ça et assez vite on s'est rendu compte que c'était un coût assez énorme. C'était 3 jours de tournage par mois. Moi je devais être quasiment full time ces 3 jours dessus. Il fallait faire venir les invités, équipe de prod. Tu vois, c'était vite un billet à 20-25 000 par mois, sans compter les salaires des personnes du média. Pour un reach organique, tu vois, qui était à 500 vues sur YouTube. Et on n'a pas senti le truc à continuer sur cette voie-là. Peut-être ça va marcher, mais en tout cas, on s'est dit que nous, notre strat, elle était plus grand public que Scalesia. C'est-à-dire que nous, on voulait une audience plus large. Nos outils, c'est plus du mass market. Donc, on a besoin d'une audience plus large. Donc, on s'est dit, il faut qu'on élargisse. Et on a un petit peu pivoté notre média vers se dire, OK, on va faire de l'infotainment. On va faire un format beaucoup plus grand public. Quitte à ce que l'audience qu'on a, elle soit un peu éloignée de nos clients. Par ruissellement, ça va venir à un moment, et le but, c'est plutôt de miser sur une grosse audience que sur une audience nichée, très facile à convertir, mais du coup très nichée et qui correspond moins à notre strat mass market. Ah, donc ça s'est fait de manière organique. Ouais, ça s'est fait complètement de manière organique. Ouais. De manière générale, moi, tu sais, je suis pas très partisan de partir avec une strat dans tout ce que je fais. On est beaucoup plus on a une idée, viens, on teste et on itère après. Et tu peux passer des semaines à te creuser la tête sur ta stratégie. Souvent, la stratégie, elle vient après l'action. Tu l'as construit des premières briques de données et d'intuition que tu as à avoir mis les mains dans le cambouis. Et une fois que tu as construit ça, tu t'itères dessus et tu construis ta strat à partir des premiers insights que tu as. Là, je suis d'accord. Il faut avoir un cap.
ne serait-ce que de se dire bah voilà un peu la direction, mais sans forcément avoir tous les détails et prendre du feedback assez rapidement sur la base justement des KPI que tu vois de reach, ou alors le retour que tu peux avoir directement de la part de ton audience, et ensuite affiner le concept et les process au fur et à mesure. Donc, c'est ça. Et aussi finalement, c'est bête, mais de ce que préfère faire ton équipe. Je pense qu'on sous-estime souvent ça aussi. Nous, on a construit une équipe où effectivement, on s'est rendu compte assez vite que le format short, format Insta, TikTok, ça leur plaisait, ils avaient envie de faire ça. Infotainment, moi, ça me plaisait bien. Je consomme beaucoup. Je pensais à avoir assez vite une fibre, vu que j'en consomme beaucoup, sur quels inputs je pouvais amener aux médias là-dessus. Et donc, on a aussi construit le média sur faire un truc qui nous ressemble, parce qu'en fait, quand tu dois commencer à produire 1 à 2 contenus par jour, t'as besoin d'une équipe qui est ultra motivée. Il faut qu'elle s'éclate à la production de chaque contenu. Et si elle fait un contenu qui est pas aligné avec le truc qui l'a fait le plus vibrer, tu vas avoir moins d'engagement. Et donc, in fine, même si notre audience actuelle, elle est peut-être un peu différente de l'audience idéale qu'on voudrait pour vendre ou Alaxi à terme, le fait qu'elle s'éclate va faire qu'on va construire une audience beaucoup plus grosse et beaucoup plus engagée. Ah mais ça je suis d'accord là-dessus, c'est important. C'est trop dur la création de contenu, la création de médias pour se fouetter tous les jours. C'est quoi. Clair. Donc ouais. Ok. Est-ce que ça te va si on parle de la partie short, puisque le chrono tourne. Donc tu me disais que vous aviez trouvé la bonne formule pour générer de la viralité. Donc très chaud que tu nous en dises un peu plus si c'est possible, et plus généralement comment est-ce que vous vous y prenez step by step pour produire ces shorts. Ouais, bah déjà, alors moi je suis pas dans les opérations détaillées, donc c'est pas moi qui les produis comme tu peux imaginer. Déjà, il y a un truc qui est assez logique, mais t'as Pareto qui s'applique sur le contenu, c'est que t'as 20% de tes contenus qui vont faire 80% des vues. Donc en principe, c'est que si tu produis de la quantité, à un moment ou un autre, tu vas avoir des posts, des vidéos qui vont buzzer, et donc il y a une nécessité sur le format short de produire beaucoup. Et d'accepter peut-être de pas aller vers la perfection pour avoir un rythme. Donc se donner un rythme qui est assez ambitieux et qui te permet de produire beaucoup de vidéos et de balancer ça aux algos pour voir. Je pense que c'est une strate de départ qui est assez efficace. En particulier aussi parce que tu peux pas prédire. Nous on a déjà eu une vidéo, la première fois qu'on l'a publiée, elle a fait 300 vues. On l'a republiée telle quelle un mois plus tard, elle a fait 300 000 ou même 500 000. Donc c'est quasiment impossible de prédire vraiment le buzz d'une vidéo, et des fois tu sais pas pourquoi ça part, et donc la quantité va t'amener à la qualité in fine. Et donc on a produit beaucoup de vidéos, et basé ensuite sur les vidéos qui avaient fait le plus le buzz, on a analysé en fait quelles sont les clés de la viralité, c'est quoi une vidéo qui buzz, c'est quoi son framework, quels sont les éléments clés qui font que elle va buzzer. Et on a sorti un framework, on va dire, en tout cas un prisme par lequel on peut regarder la viralité sur 7 piliers. On a 7 piliers dessus. Et l'idée, c'est que quand on produit un nouveau contenu, maintenant, on essaye de regarder si dès le scripting, on a au moins 5 des 7 piliers qui sont dedans, tu vois. Alors, je peux te donner les piliers si ça t'intéresse. C'est un peu long, mais le premier, c'est il faut que ça crée du débat ou de la polarisation. Donc, il y a une forme de clivage dans le contenu. Basique, mais s'il y a pas ça, ça fonctionne pas. Ensuite, il faut qu'il y ait un capital émotionnel dans l'histoire. Donc nous, on est sur des contenus qui sont souvent des histoires marketing, histoires entrepreneuriales, des success stories, des fail stories, ce genre de choses. Donc il faut qu'il y ait un côté émotionnel pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait un hook qui soit accrocheur. Ça, c'est la base, mais les 5 à 10 premières secondes de ta vidéo, elles sont élémentaires pour arriver à attraper les personnes. Donc, ça peut être des hooks visuels, ça peut être des questions, ça peut être des hooks vraiment très dans le script, mais il faut que ça attrape l'attention. Le quatrième, c'est répondre à une question ou apporter une solution claire. Donc ça, c'est plus orienté sur des contenus très tuto, tool, activables, qui marchent assez bien sur Insta encore, sur lesquels on a eu des belles viralités des fois. Typiquement, je donne un exemple, comment les créateurs YouTube trouvent leurs extraits vidéo. Et en fait, on te donne un outil qui te permet de trouver n'importe quelle vidéo type Adobe Stock, etc. Ça a super bien marché. On a dû faire un truc de 200 000 vues sur Insta sur ce format-là. Et le sixième, c'est exploiter les tendances. Le cinquième, pardon, c'est exploiter les tendances et l'actualité. Donc, dans notre process de veille, on regarde beaucoup les trends, on regarde beaucoup les actus marketing, les actus business, voire des actus un peu plus larges sur lesquels on peut miser. On a fait un carrousel qui a super bien marché juste après l'élection de Trump sur
l'impact de l'élection de Trump sur la richesse des plus riches. C'est-à-dire que dans les jours qu'on suivi, il y a des actions qui ont explosé aux États-Unis, et donc tu te retrouves avec des chiffres délirants, tu vois, de mecs comme Jeff Bezos ou Elon Musk qui prennent plus 3, plus 4% sur leurs actions, mais ça représente des dizaines de millions pour eux en patrimoine. Et donc ça, c'est un carrousel qui a super bien marché, tu vois. Donc miser sur l'actu. Le 6, c'est provoquer une réaction collective. Donc le rire, la surprise, ça va un peu avec cette idée émotionner les clivages. Si tu veux, c'est un peu la conséquence. Mais c'est que quand t'as des gens qui ont cette réaction collective d'engagement, t'as beaucoup plus de viralité. Tu vois, on l'a eu sur une vidéo qui sort un peu de notre scope et qui était une vidéo sur qui est la personne la plus intelligente de l'histoire. Bon bah ça c'est notre vidéo qui a fait plus d'1 million de vues, forcément ça buzz. Et le 7e pilier, c'est adapter le contenu à la plateforme et l'audience. On voit aujourd'hui des grosses différences entre YouTube Short, TikTok et Insta. Et donc quand une vidéo pète sur un canal, il y a quasi aucune garantie qu'elle pète sur un autre canal. Donc vraiment YouTube Short par exemple, on a fait des vidéos à 1 million sur YouTube Short qui ont fait 10 000 sur Insta, et on a fait des vidéos à 400 000 sur Insta qui ont fait 2 000 sur YouTube Short. Donc on a des grosses différences. Et ça, c'est le gros sujet de l'année 2025, c'est de commencer à spécialiser peut-être chaque canal et produire des contenus qui sont plus natifs, ou à défaut, imaginer un contenu pour une plateforme, même si on la publie sur plusieurs plateformes, dès le départ, se dire ce format-là, on sait qu'il va mieux marcher sur Insta, on le conçoit vraiment pour qu'il buzz sur Insta, et on le publiera par défaut, question d'hygiène, sur TikTok et Short, mais on sait qu'il a été pensé pour Insta. Et justement, là, par rapport, donc c'est un sujet 2025, mais je suis très curieux de savoir un peu c'est quoi ton intuition là-dessus sur les différences qu'il peut y avoir entre les plateformes et qui jouent autant sur les performances d'une vidéo à l'autre. Ah, franchement, c'est super dur. En plus, je suis un peu éloigné des opérations pour te donner une réponse hyper technique sur le sujet. Déjà, petit message à l'audience si ça vous intéresse. On a Zachary, donc qui est notre Head of Media, que vous pouvez suivre sur LinkedIn et qui a commencé aussi un building public sur le média, et donc il va partager vraiment tous les apprentissages parce que nous, on le documente en interne. Donc tu vois, ce doc sur les 7 piliers de la viralité, je te l'ai pas resté par cœur, j'ai le visuel sous les yeux qu'on a sorti. Donc on va produire aussi ce genre de contenu pour documenter tout ce qu'on apprend sur la création de contenu média et les leviers de viralité en particulier. Donc je mettrai son profil en description. Ouais, trop cool. Comme je te disais, un des trucs par exemple qu'on a déjà remarqué, c'est que les trucs très activables sur Insta, ça marche bien. Le côté tuto, le how-to, on a des très bons résultats sur Insta, alors que sur TikTok, beaucoup moins, tu vois. YouTube Short, ce qui marche très bien, c'est les success stories. Vraiment, tout ce qui est histoire marche vraiment bien sur YouTube Short. Et TikTok, je saurais pas trop dire encore. Ok. Mais c'est déjà un début de réponse. Je pense que c'est intéressant. Je pense que le minimum viable, c'est de republier un short, un YouTube short sur TikTok. Mais après, c'est clair que, comme tu l'as dit, si tu arrives à optimiser, à créer pour une plateforme en particulier, pour optimiser justement ton reach, c'est l'idéal. Mais forcément, ça demande une courbe d'apprentissage et aussi d'y allouer un petit peu plus de travail. Super intéressant. Et peut-être juste pour rebondir aussi sur un point, tu as mentionné la veille, sur la veille de vos shorts. Est-ce que t'as une vue là sur le process? Enfin, comment qu'est-ce que vous avez mis en place en interne pour justement alimenter cette veille? On est sur quelque chose qui est encore très artisanal. Je dirais qu'on a 3 gros canaux, trois gros leviers sur la veille. Le premier, c'est Javier, notre community manager, qui scrolle beaucoup les plateformes et qui va chercher des tendances. Donc tu vois, les trends TikTok sur des formats, ce genre de choses, s'inspirer de contenus dans d'autres pays qui sont sortis aussi. Lui, il est trilingue français, anglais, espagnol, donc il a aussi la possibilité d'aller chercher un contenu en espagnol, voir si on peut pas amener une version en français, etc. Le deuxième gros canal qu'on a, c'est l'actu et les marronniers. Donc, est-ce qu'il y a des tendances, tu vois, le jour le plus triste de l'année, vraiment très classique du journalisme, mais comment on peut le regarder par notre propre prisme. Donc, par exemple, on va prendre les top 5 des meilleures campagnes marketing à Halloween, et on va faire un petit format sur ça. Donc, on va prendre les tendances d'actu ou de marronnier. Donc, pareil, miser sur Trump, ce genre de choses. Actu sur ce qu'Elon Musk a pu dire sur un sujet. Et le troisième pilier, il est un peu plus original, c'est qu'on a un canal Slack qui s'appelle Media Feedback, sur lequel n'importe qui dans la boîte peut partager un contenu qui pense pertinent pour le média, en mode j'ai vu ça, on pourrait s'inspirer du format, on pourrait s'inspirer du fond, j'ai vu cette actu, on pourrait en faire un contenu, etc. Et qui mine de rien amène plusieurs, tu vois, une bonne dizaine d'idées par semaine en organique.
et qui du coup est une veille, si tu veux, faite par toute la boîte, quoi. C'est-à-dire que n'importe qui voit un contenu et qui se dit ça match avec le média, je partage le truc, et qui donne un flux un peu continu aux médias de choses qu'ils ont pas forcément vu passer eux. Super intéressant. Effectivement, faire parler un peu l'intelligence collective pour soulager tes équipes médias, c'est très cool. Le temps court. Je sais que t'as des outils, t'as des actions qui vous ont aidé à avoir plus d'impact en termes de reach, parce que comme tu l'as dit aujourd'hui, c'est principalement votre North Star. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je dirais que on a couvert les principaux leviers qui nous ont permis d'avoir du reach. Là, on est en train de tester des choses qui nous permettent de produire plus avec moins d'efforts. Mais je dirais pas forcément que ça va nous permettre d'augmenter significativement notre reach, mais plutôt de maintenir un reach par contenu qui est similaire, tout en ayant une production de contenu qui soit supérieure ou qui nous prenne moins de temps. En particulier, là, on est en train de déployer Agen, donc un outil d'IA pour de la vidéo. On l'utilise pour deux choses. La première, c'est la traduction. Donc là, depuis quelques semaines, on a lancé notre contenu en espagnol et en anglais. On traduit toutes nos vidéos. L'objectif, c'est que d'ici fin d'année 2025, on ait notre média qui soit traduit dans 10 langues. C'est les 10 langues sur lesquelles nos outils et nos autres contenus sont disponibles. Et que ces 10 langues-là cumulées génèrent autant de vues que le français. Ce serait déjà un beau palier, je pense. Et la deuxième utilisation qu'on a commencé à faire de Agen, c'est l'avatarisation, avec la possibilité de faire du text-to-speech. Et donc, on a les personnes du média qui sont avatarisées. Donc, tu tournes une vidéo de 15-20 minutes de toi sous différents angles, et derrière, ça te fait un format avatar. Et après, tu peux générer des contenus directement depuis un script, et ça passe assez bien. Ça passe assez bien et ça permet de produire plus de contenu, y compris quand la personne n'est pas là. T'as une autre personne qui peut littéralement produire un contenu avec le script. Et donc c'est intéressant aussi pour tester des formats ou tester des sujets. En fait, si ton contenu avatarisé il marche bien, tu le retournes en short original et tu sais que ça va bien marcher. Et donc ça permet de produire un contenu beaucoup plus vite et éventuellement de tester pour voir s'il y a une traction sur ce sujet et s'il y en a une, de faire le format short original. Super intéressant. Je mettrai aussi Agen dans la description. J'aime bien l'approche. Et si tu as peut-être quelques exemples de contenu à nous partager, justement avec ces avatars là, comme ça je les mettrai en description et les gens pourront se rendre compte un petit peu. Envoie-moi la liste après et avec plaisir. Je te partagerai ça. Top. Ceux qui veulent voir. Pour clôturer l'épisode et rester dans le timing général, c'est quoi un petit peu tes apprentissages aujourd'hui après un an? Donc je rappelle, vous avez fait plus de 100 000 abonnés au global sur ce média. Qu'est-ce que t'en retiens? C'est quoi les choses peut-être qui t'ont surprise au cours de l'année 2024? Voilà, preneur de tes retours aussi là-dessus. Ouais, 100 000 abonnés et 15 millions de vues sur la première année, avec un premier apprentissage, c'est que on revient aux stratégies de base de contenu, mais la persévérance, c'est ce qui fait une strat de contenu sur le long terme. Et au début, ça marche pas. Même si ton contenu est quali, ça marche pas. Et nous, on a doublé notre reach tous les trimestres en 2024. Donc, pour faire 15 millions de vues, on est parti d'assez bas et en fait, on a doublé tous les trimestres. Donc ça, c'est une métrique qui est assez cool quand même. C'est que tu peux avoir une croissance assez rapide sur un an, mais il faut aller au bout de cette année-là. Ça, c'est le premier apprentissage. Le deuxième, il est un apprentissage qu'on avait sur notre vision au départ. On le savait, mais on l'a confirmé. C'est que ça demande vraiment sur cette stratégie, sur vraiment média-led compagnie, ça demande d'y mettre un budget et de laisser la liberté aux équipes pour avancer là-dessus, avec cette idée que ça rapporte pas tout de suite. Et je pense que si tu veux le monétiser trop vite, en tout cas, si tu veux le monétiser, tu pars pas sur une stratégie média aussi grand public. C'est-à-dire que la monétisation de ce média, elle vient forcément plus tu vas avoir un objectif d'audience large, et plus ta monétisation arrivera tard. Et plus tu as une audience niche, et plus tu peux monétiser tôt. Et donc, si tu veux vraiment construire une audience grand public, il faut accepter que tu vas monétiser tard, mais que par contre, c'est ce qu'on disait en intro, si tu arrives à ce niveau-là, tu as un unfair advantage sur la concurrence. C'est que tu as une audience, une marque, et donc un produit équivalent est meilleur que la concurrence. Et tu vois, aujourd'hui, l'exemple qu'on a, c'est qu'on va lancer un outil qui s'appelle Kawa, qui te permet de transformer ton expertise en contenu LinkedIn. Donc, un outil qui t'aide à créer du contenu sur LinkedIn. Il y a une dizaine d'outils qui existent déjà, qui sont sortis dans la dernière année sur ces sujets-là. Et on a une traction de ouf,
parce qu'en fait, on a une capacité à distribuer ce produit à travers la stratégie LinkedIn qu'on a, où on a une vingtaine de personnes qui publient régulièrement sur LinkedIn. Et en fait, on lance la bêta, tout le monde publie un post sur ça, et en fait, en une semaine, on fait plus de 600 sign-up sur l'outil. Donc, quand tu as ce canal-là de distribution, derrière, tu as un potentiel pour monétiser et pour faire effet de levier qui est énorme. Il faut y accepter que ça prenne du temps et d'y arriver et de pas faire de levier tout de suite. Complètement. Je rejoins là-dessus sur le fait d'être patient et de se donner le temps aussi. C'est pareil en podcast. Donc, d'accord à 1000%. Top. Bah écoute, merci beaucoup Toinon pour le partage d'expérience. Si jamais les gens veulent te contacter, c'est un petit peu plus complexe aujourd'hui, j'ai cru comprendre, mais en tout cas, je pense que vous pouvez suivre Zachary qu'on mettra en description de l'épisode pour lui poser des questions complémentaires. Et puis vous, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les poser. C'est des sujets qu'on pourra retraiter par la suite dans le podcast ou dans le cadre de la newsletter qui sera produite à côté. Voilà. Donc merci beaucoup Toinon et puis moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.